Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau forum. Quels sont les enjeux et défis des prochaines élections municipales au Togo, surtout quand on sait que le pays a fondé l'administration, son administration sur le principe de la décentralisation à travers sa constitution votée depuis 1992. Pour en parler, deux spécialistes de la question, Pascal-Édouard Agbové. Monsieur Agbové, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en décentralisation et le directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. On peut vous appeler même le chantre de la décentralisation parce que ça fait plusieurs mois, disons même plusieurs années, que vous claironnez sur tous les toits par rapport à ce sujet de la décentralisation. Absolument. Avec vous, Cyril Agblégoué. Cyril, bonjour. Bonjour. Monsieur Agblégoué, vous êtes juriste, chercheur au CDFDH, Centre de documentation et de formation des droits de l'homme. Et vous vous intéressez, vous aussi, à la question de la décentralisation, Absolument. surtout au Togo. Merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord savoir pour quel type de décentralisation le Togo a opté. Je pose la question parce que souvent dans les documents, la démocratisation a plusieurs variantes, tout comme il y a des variantes en démocratie dans d'autres systèmes. Il n'y a pas qu'une décentralisation, M. Agbové. Oui, d'abord, merci. Il faut noter qu'il existe fondamentalement deux grands types de décentralisation. La décentralisation territoriale et la décentralisation technique, qu'on appelle aussi la décentralisation fonctionnelle ou bien décentralisation par service. Alors, je voudrais d'abord expliquer les deux types. La décentralisation technique ou fonctionnelle, c'est la décentralisation qui consiste à donner une certaine autonomie à certaines structures de l'État pour la gestion efficace des affaires de manière libre. C'est-à-dire que quand je prends le cas des universités, je prends le cas de CHU, même à Lomé, on peut donner le cas de l'EPAM. Ce sont des établissements... L'EPAM, c'est l'établissement oui, voilà. Donc, qui gère les marchés. Voilà, donc l'État donne une certaine autonomie d'organisation de fonctionnement à ces structures, qui sont des structures publiques, bien sûr, mais les dirigeants sont nommés par l'autorité qui a mis en place ces structures-là. Donc, quand vous prenez vous voyez l'université fonctionne de manière autonome. C'est vrai que cette université est placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, mais ce n'est pas le ministre qui donne des ordres au président de l'université sur tout ce qui doit être fait au niveau de l'université. Donc, l'université jouit d'une autonomie d'organisation de fonctionnement. Est-ce qu'il en va de même pour toutes les institutions administratives comme la Haute Autorité de l'Audiovisuel, par exemple? Non, ça, ce sont les institutions de la République qui sont différentes des établissements publics. Okay. Voilà. Donc, maintenant, il y a à côté de la décentralisation technique, il y a la décentralisation territoriale. La décentralisation territoriale concerne plus les collectivités territoriales, qui sont des entités de l'État, mais qui jouissent d'une certaine autonomie d'organisation et de fonctionnement. Quelle est la différence entre les deux fondamentalement? Pour la décentralisation technique, les établissements publics qui sont des structures de l'État, qui sont gérés de manière autonome, eux, ils ont une mission particulière, c'est-à-dire qu'ils interviennent juste dans leur domaine de spécialité. Et les dirigeants sont nommés par le pouvoir central. Par contre, ce qui concerne la décentralisation territoriale, les collectivités territoriales travaillent de manière transversale sur plusieurs questions relevant de leur domaine de compétences. Et les dirigeants des collectivités territoriales sont des élus du peuple, donc des élus de la base. Donc, voilà un peu la différence que nous pouvons faire. Maintenant, quand on prend la décentralisation territoriale, le Togo a opté pour trois niveaux dans la Constitution de 1992, c'est-à-dire que nous avons les communes, les préfectures et les régions. Mais les modifications que l'Assemblée vient d'apporter à notre Constitution a supprimé le niveau préfecture. Donc, à ce jour, nous avons juste la commune et la région comme collectivité territoriale. Je voudrais bien expliquer aux téléspectateurs, parce que souvent, ces derniers temps, les gens nous disent, mais comme il n'y a plus de préfecture, est-ce que les préfets vont exister toujours? Non, je voudrais expliquer deux choses. La préfecture existe en tant que circonscription administrative, gérée par le préfet, et la préfecture existait aussi en tant que collectivité territoriale qui devait être normalement dirigée par le conseil préfectoral. Mais notre Parlement a décidé de supprimer la préfecture en tant que collectivité territoriale. Mais la préfecture va exister toujours en tant que circonscription administrative et elle sera dirigée par le préfet. Voilà. Monsieur Agblegoué, est-ce qu'on peut dire que depuis les années 92, où la Constitution a voté clairement le principe de la décentralisation, le Togo était un pays décentralisé?
Alors, d'abord, merci pour la question. Je pense que, comme tu l'as si bien relevé, la Convention de 92 a quand même posé un certain nombre de principes, notamment celui de la décentralisation. Et je pense que M. Abouvé vient de l'affirmer. Il y a eu 3 structures, ou bien 3 niveaux de décentralisation, notamment la commune, les régions et puis les préfectures. Voilà. Alors, dire que le Togo est un pays décentralisé, je pense que c'est sur la forme, ou bien dans les tests, ça n'a jamais été appliqué. Je pense que c'est maintenant que nous sommes en train d'aller en plein pied dans ce processus de décentralisation. Peut-être pour revenir un peu sur la première question, quel type de décentralisation est-ce que le Togo a opté? Je pense que ce qu'on a si bien dit, c'est un processus qui a abouti à la mise en place des collectivités territoriales, en fait. Alors, je peux juste faire une appréciation à 3 niveaux. Alors, on peut juste dire que d'abord, c'est une décentralisation qui est politique, qui est foncièrement politique, parce qu'on aura des élus, il y aura des élections, des élus locaux, donc, qui auront à définir des politiques au niveau local. Donc, c'est une décentralisation qui est politique. C'est une décentralisation qui est aussi administrative, d'une certaine manière. Ce n'est pas dans le sens de la délégation de pouvoir, ni de la concession et autres, mais dans le sens de la dévolution de pouvoir. En ce sens que les collectivités qui seront mises en place auront des compétences pour gérer un certain nombre de services publics. Et enfin, la décentralisation, le type de décentralisation que le Togo sur lequel le Togo a mis l'accent, c'est aussi une décentralisation qui est une décentralisation financière, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a transfert de moyens de ressources. De ressources au niveau de l'État, mais aussi la mobilisation de ressources au niveau interne, en fait. Donc, c'est cet ensemble-là qu'on peut considérer, qui regroupe un peu ce qu'on n'appelle pas décentralisation et qui aboutit, dans notre cas, à la mise en place des collectivités qui soient véritablement autonomes. Est-ce que c'est un modèle qui vous sied en tant que personne ressource qui s'intéresse à la question? Alors, je pense que est-ce qu'il y a un modèle qui est qui est en vogue, ou bien je pense que tous les modèles se valent, ou bien tous les modèles sont pourvu que le principe même de la décentralisation soit pris en compte, notamment en ce qui concerne les enjeux. On parle des enjeux économiques, enjeux de développement, et plus important même en ce qui concerne la démocratie au niveau local. Et nous voyons au niveau du centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, nous voyons tout cela sous le prisme des droits de l'homme. Et quand vous voyez un peu les tests, je pense qu'on en reviendra. Ce sont des tests qui consacrent un certain nombre de droits aux citoyens, notamment le droit de vote, le droit à l'information, le droit d'être consulté, le droit de demander des comptes. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est un processus, quoi qu'on en dise, sur le test, promet un certain nombre d'avantages, d'enjeux liés à notre développement. Oui, Pascal Akové-Cyril disait tantôt que de 90 à ce jour, il n'est pas si convaincu que le Togo soit en décentralisation. Est-ce qu'on ne peut pas contester cette assertion dans la mesure où on sait qu'il y a quand même une forme de gestion décentralisée à travers les délégations spéciales qui ont été mises en place depuis lors? Oui, on peut dire que la décentralisation existe bel et bien au Togo, sauf que le système de fonctionnement que nous avons observé jusque-là n'a pas permis à notre pays de connaître le développement sans précédent. Donc, comme vous voyez, la loi dit que quand nous prenons l'article 141 de notre loi de 92, précise que la Constitution de 92, il est dit clairement que la République togolaise est organisée en collectivité territoriale sur le principe de décentralisation dans le respect de l'unité nationale. Voilà ce que l'article 141 de la Constitution de 92 dit. Et donc, le même article dit que les collectivités territoriales sont gérées par des conseils élus. Ça veut dire que donc, nos communes, nos régions, nos préfectures, nos régions devaient être dirigées par des citoyens élus. Mais depuis 1987 que le Togo a organisé les dernières élections locales, dans le cadre le Togo n'a plus organisé des élections jusqu'en 2001 où le gouvernement était obligé de mettre en place les délégations spéciales. Et normalement, les délégations spéciales n'ont pas tout le pouvoir. Les délégations spéciales avaient juste pour mission de gérer les affaires courantes. Donc, normalement, après leur mise en place, on devait passer à l'organisation des élections locales pour avoir des représentants locaux, élus, crédibles, pour pouvoir conduire les actions de développement de nos communes. Mais jusque-là, le gouvernement n'a pas organisé les élections locales. Donc, disons que c'est à ce moment-là, en 2019, là que les Togolais, nombre de Togolais comprennent bien ce qu'on
entend par la décentralisation. Pourquoi? Parce que ceux qui ont 49 ans, bien 50 ans aujourd'hui, n'ont jamais participé aux élections locales, pour la simple raison que pour voter en 1987, il fallait avoir au moins 18 ans. Donc 18 plus 32, ça fait déjà 50 ans. Donc nous qui sommes dans cette tranche-là, nous n'avons jamais participé à ces élections locales. Donc quand on parle d'élections locales, c'est comme c'est un nouveau concept pour nous. Donc je crois que c'est à partir de ces élections de 1992, de ces élections locales de 2019, que nous aurons vraiment des représentants élus qui vont gérer nos communes de manière décentralisée. Et c'est là où tous les principes relatifs à la décentralisation seront observés et nous connaîtrons véritablement l'enracinement de la démocratie, le développement local, ainsi que la participation citoyenne à l'action publique. Donc, je crois que c'est ce que nous pouvons dire et nous félicitons pour cette avancée et nous soutenons le processus et nous encourageons les autorités à mettre en place tous les dispositifs qu'il faut pour que, après les élections du 30 juin, la décentralisation puisse être effective dans l'intérêt supérieur de nos populations. Je voudrais m'adresser aux juristes maintenant. Est-ce que les tests, le corpus juridique relatif à la décentralisation, est-ce qu'il est suffisamment clair, compris de tout le monde? Alors, sur la clarté du corpus juridique, je pense que en droit, on dit toujours que les tests ne peuvent être clairs de façon absolue. C'est-à-dire que chaque test, lorsque ce test est confronté à la réalité, révèle sans doute un certain nombre de faiblesses en réalité. Et on a vu l'expérience avec la loi sur les manifestations pacifiques publiques où, confronté à la réalité, on a vu que cette loi comporte nécessairement des failles. Alors, ceci dit, pour évaluer un peu le corpus juridique en ce qui concerne la loi sur la décentralisation, déjà, on a la loi de 2007, la loi de 2007 modifiée en 2018 et qui continue d'être modifiée par la Constitution et puis par un certain nombre de décrets, en fait. Je pense que cette loi, sur cette loi, il y a des acquis quand même. Il y a des acquis et il y a des défis. Alors, sur les acquis, je pense que, je l'avais dit tantôt, au niveau du centre de documentation, nous voyons tout cela sous le prisme des droits de l'homme. Il y a des acquis en ce qui concerne les droits de l'homme, notamment la participation citoyenne qui est consacrée, notamment le bureau du citoyen qui est consacré, le fonds d'appui, voilà, un certain nombre de choses qui sont consacrées par ce test-là. Et quand on voit un peu le dispositif institutionnel, sur le test quand même, il y a quand même des acquis. Voilà, ceci dit, il y a quand même des défis, comme je l'avais dit, liés foncièrement à la loi. De sorte que c'est vrai que la loi ne peut pas être totalement parfaite, mais il y a des choses qu'il faut quand même mettre en place. Je pense que sur ce plan-là, la loi même prévoit des décrets qui ne sont pas actuellement pris en compte. Je pense que sur le déroulement, bien sur le fonctionnement des institutions, je pense que c'est important que ces décrets puissent être pris en compte. Notamment, la loi prévoit la création, je l'avais dit tout à l'heure, la création des bureaux, le bureau du citoyen. Mais je ne pense pas que... C'est quoi le bureau du citoyen je pense que c'est un bureau qui est mis en place, une institution qui est mise en place dans les collectivités et qui participe en fait à amener les citoyens à s'intéresser un peu plus à la gestion de la chose publique. Par ce bureau-là, les citoyens peuvent adresser une sorte de communication aux élus et demander des comptes en termes de reddition des comptes et tout. Et il y a un certain nombre de droits qui est lié à tout ça. Je disais aussi que le fonds d'appui aux collectivités territoriales n'a pas été pris en compte. Il y a même un décret très important et qui est relatif au régime financier des collectivités territoriales qui n'a pas encore, à ma connaissance, peut-être que M. Gouvet pourra confirmer, qui n'a pas encore été pris en compte. Donc ce sont des choses qui sont fondamentales actuellement en état d'application de cette loi qui doivent être prises en compte. Et l'autre chose, en tant que juriste sur lequel je peux insister, c'est les réformes qui ont été, les décrets qui sont en train d'être pris au fur et à mesure que nous avançons. Et pour le juriste, sur la question de la sécurité juridique, ça pose un problème. Nous sommes déjà dans le jeu et c'est maintenant qu'on est en train de prendre un certain nombre de tests et ça pose un certain nombre de problèmes. Mais on peut le mettre. Nous avons dit que l'Assemblée nationale doit plancher la semaine prochaine aussi voilà. sur un test. Parce que le test actuel a été modifié, notamment, d'ailleurs c'est la Constitution qui a été modifiée en l'article 52 et en 141. Alors sur la modification de l'article 52 qui en fait constitutionnalise en fait le mandat des élus locaux. Sur la question, il n'y a pas de problème parce que le mandat du président a été constitutionnalisé, le mandat des députés a été constitutionnalisé. Donc c'est de bonne guerre que le mandat des élus locaux soit constitutionnalisé aussi. Mais là où je trouve un petit problème, c'est que c'est logé au titre 3 qui est intitulé du pouvoir législatif en fait.
Voilà. Donc on retrouve un peu des dispositions qui concernent les élus locaux sous la bannière du pouvoir législatif. Et ça pose un problème en termes de logique dans les choses. On connaît un peu la compétence le pouvoir qui est dévolu au législatif, notamment le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Et quand vous comparez cette compétence à celle des collectivités territoriales, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi on met cet article à ce niveau. Et il y a aussi la modification de l'article 141 de la Constitution qui supprime, je pense que M. Agbové l'a dit, qui supprime les préfectures. Donc tout cela induit un certain nombre de modifications sur la loi de 2018. Je pense que c'est sur cela que le Parlement va se pencher tout dernièrement. Donc c'est le lieu aussi, dans le cadre, je pense qu'on a discuté dans un cadre hier, d'appeler les parlementaires à prendre en compte un certain nombre de choses que les experts peuvent relever en l'état actuel de l'application de cette loi-là, à prendre en compte cela et à les mettre dans le cadre de cette révision qui va être faite dans les prochains jours. Pascal Agbové, avant de vous adresser même ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'il sied de toucher à la loi concernant la décentralisation en pleine campagne électorale? Oui, nous sommes inquiets par rapport à ce qui se fait, mais il faut quand même noter que la modification de la Constitution oblige le gouvernement à faire un projet de loi pour que notre loi relative à la décentralisation soit conforme à la Constitution avant les élections locales. Le plus important est que les réformes ne touchent pas vraiment l'aspect lié aux élections. C'est-à-dire que voilà, si les modifications ne sont pas tellement liées aux élections, je crois que ça ne poserait pas assez de problèmes. Donc on peut quand même continuer. Et je tiens à noter quand même que nous sommes dans un processus et ce qui se fait maintenant sera toujours amélioré à travers d'autres lois, d'autres décrets, d'autres arrêtés. Le plus important pour nous est que le gouvernement et le Parlement puissent prendre des mesures pour que ces modifications ne viennent pas bouleverser ce que nous avons déjà engagé comme processus. Mais la question que le citoyen lambda se pose, pourquoi ne pas avoir procédé à ces modifications avant le début de la campagne électorale? Parce que nous sommes à quelques jours des élections. Est-ce que ça ne va pas poser problème après? Oui, vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Le Togo est dans une phase de transformation totale. Ça veut dire que les questions politiques constituent des enjeux importants. Et donc, il faut quand même être tolérant, patient, et pour que cela puisse avancer. Vous savez que l'opposition n'a pas pu participer aux élections législatives du 20 décembre 2018 à cause des réformes. Et donc, si finalement ces réformes ont été faites, alors il est de bon ton que le gouvernement prenne des mesures pour pouvoir actualiser les autres textes en accord avec la nouvelle constitution. Donc je crois que c'est là où nous, en tant que citoyens, nous devons être un peu flexibles. Parce que si le gouvernement ne le faisait pas aussi, alors si nous allons aux élections, cela voudra dire que nous sommes obligés de respecter le texte en vigueur actuellement. Donc le gouvernement a bien fait quand même d'avancer dans le processus pour vraiment actualiser le texte de la loi relative à la décentralisation de liberté locale avant la tenue du scrutin du 30 juin 2019. Donc cela dit, à votre niveau, nous disposons aujourd'hui, le Togo dispose d'une base juridique solide pour prendre le risque, je vais dire entre guillemets, de la décentralisation. La décentralisation, comme je vous le dis, c'est un processus, on ne s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, même quand vous lisez l'article 63 de la loi relative à la décentralisation de liberté locale, l'article précise que l'État fera la décentralisation de manière sur le principe de progressivité. Ce qui voudra dire que nous sommes dans un processus. Au fur et à mesure qu'on aura évolué, on verra s'il y a des choses à ajouter pour que le dispositif fonctionne. Vous savez, nous avons des enjeux politiques importants aujourd'hui. Donc, si on ne prend pas la mesure de la situation, nous risquons de commettre des erreurs. C'est pour cette raison que nous devons être tolérants. Parce que j'ai lu même dans un communiqué de la CENI que le chargé de communication dit qu'il y a un peu de difficulté au niveau de la CENI parce que la CENI n'a pas l'habitude ou bien l'expérience d'organiser des élections locales. Donc, si nous sommes nous sommes à une phase d'apprentissage, il va falloir que nous tous nous soyons tolérants. Et c'est pour des raisons que je voudrais attirer l'attention des autorités. Il faudrait que les autorités soient réceptives à nos suggestions, à nos propositions.
Parce qu'il n'y a personne qui peut nous dire aujourd'hui que lui, il a la maîtrise de tout le système. Donc, nous qui suivons le processus, nous qui accompagnons le processus, il va falloir qu'à un moment donné, les autorités puissent accepter certaines de nos suggestions pour améliorer le dispositif afin que nous puissions réussir tous la décentralisation. Alors, peut-être pour aller dans le même sens, je pense qu'au niveau de la société civile, c'est le principe de la tolérance, comme M. Agové l'a dit, et on est assez tolérant par rapport à tout ce qui se passe. Et au niveau du centre de documentation, nous avons mis en place tout un dispositif sur toute l'étendue du territoire. On a des points focaux dans les régions, on a des moniteurs qui observent tout ça, forcément sous le prisme des droits de l'homme. Et après, il y aura des recommandations que nous pouvons faire à l'État pour améliorer le cadre légal et opérationnel de ce système-là. Oui, mais justement, les questions que soulèvent les populations rendent compte que la décentralisation est un processus qui est compris par les populations. Est-ce que les populations ont adhéré à ce qui est en train de se faire? Dans tous les cas, on n'a pas vu de contestation contre le processus. Et vous pouvez voir aussi une forme d'apathie. Un titre d'anecdote, hier, je circulais, j'ai vu 2 femmes sur une affiche qui était sur un mur. Et elles disaient en réalité que c'est les élections législatives. Voilà. Donc, c'est un peu pour exprimer un peu le niveau d'appréhension, d'appropriation des élections locales par nos populations. Et ça pose un problème de formation. C'est d'ailleurs un de leurs droits de formation, que ce soit au niveau de l'État ou bien au niveau des partis politiques. Maintenant, en termes d'engouement au niveau de la population, je pense que les élections, la campagne se passe très bien. Il y a un rapport des forces de l'ordre qui encadre les élections, qui dit en réalité que pour le moment, il n'y a pas d'incident. Et au niveau des candidats, je pense qu'il y a beaucoup d'engouement même. Il y a beaucoup d'engouement au niveau des candidats. Mais c'est au niveau des citoyens que le problème se pose. Je ne vois pas trop d'engouement. Mais peut-être que dans les jours prochains, comme c'est le début de la campagne, dans les jours prochains, les candidats peuvent mettre le boucher double et puis impliquer un peu plus les populations. Parce que là, vous avez fait beaucoup de formations, vous avez rencontré beaucoup de citoyens, vous avez même eu une initiative de nomination des ambassadeurs de la décentralisation. Est-ce que la mayonnaise a pris, en fin de compte? Oui, aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter parce que le processus avance. Il faut quand même avouer qu'il y a assez d'engouement autour du processus. Alors, adhésion en termes de concept, oui, mais est-ce que les enjeux et les défis à relever pour que la finalité de la décentralisation puisse être une réalité sont maîtrisés? Alors, même les candidats, moi je suis les campagnes, les messages des candidats. Les candidats, même à ces élections, ne maîtrisent pas le concept en tant que tel. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que le message qui devait être véhiculé lors des campagnes des élections locales devait être différent des messages des élections législatives ou présidentielles. C'est-à-dire que quand vous voyez bien la décentralisation, ce que les élus locaux, les domaines dans lesquels les élus locaux vont intervenir sont déjà définis par la loi. Et ce que les conseils municipaux auront à faire, c'est déjà précisé. En réalité, il n'appartient pas à un candidat de dire que, d'accord, voilà moi ce que je vais faire pour vous. Ce qu'on doit faire pour la population est déjà écrit. Maintenant, dites à la population pourquoi vous voulez qu'on vote pour vous, pour que vous puissiez vraiment aider votre communauté à réaliser cela. Sur quoi vous comptez? C'est-à-dire que je crois que le message devait porter sur ces aspects-là. Sinon, il n'appartient pas à un candidat de dire que si vous votez pour moi, je vais vous donner de l'eau. D'ailleurs, le processus, la démarche est biaisée parce que quand vous serez élu conseiller municipal, vous ne serez pas le seul à décider. C'est le conseil qui aura décidé. Et il n'appartient pas aux candidats aussi d'imposer leur programme à la population. Après votre élection, vous devez consulter votre population pour demander à vos habitants, à vos électeurs, quels sont vos besoins et quels sont vos besoins prioritaires. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous prioritairement? Et c'est avec cette population-là que vous allez mettre en place le plan de développement, les programmes et les projets. Si vous déjà, vos candidats aux élections locales, vous imposez votre programme à la population, cela voudra dire que les règles du jeu sont déjà faussées. Alors sur quoi les candidats doivent battre campagne finalement? Alors il faudra que les candidats disent à la population, oui, voilà ce que l'État nous demande de faire. Le programme de société en réalité, c'est comme les directives définies par le cadre juridique. Donc nous les connaissons déjà. Maintenant, toi qui veux être conseiller municipal ou bien maire, est-ce que tu as la capacité de pouvoir nous aider à réaliser cela? Sur quoi tu comptes? Ton expertise, tes relations, c'est-à-dire que ton carnet d'adresse, c'est-à-dire que ton leadership.
comment tu seras prêt à collaborer avec l'ensemble des acteurs. Parce qu'il est important de relever le défi de la participation citoyenne ou bien relever le défi du développement inclusif. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour mettre ensemble tous les citoyens autour des projets de développement. Alors, est-ce que vous qui êtes candidat, même pour le compte d'un parti politique, si vous êtes élu conseiller ou bien maire, est-ce que vous serez prêt à collaborer avec les autres candidats pour faire le développement? Justement, ça m'amène à demander, est-ce que les candidats qui seront issus des partis politiques peuvent contester le cadre général mis en place par le gouvernement? Parce que si un parti d'opposition, par exemple, ne souscrit pas pour le plan national de développement, est-ce qu'il peut tracer une autre voie pour sa commune? Alors, sur la question, je pense que... déjà, il faut comprendre que décentralisation ou bien autonomie au niveau local n'est pas synonyme de souveraineté. Je pense qu'il y a le préfet qui est là, qui contrôle un peu tout ça. Ce n'est pas l'autorité de tutelle qu'on connaît par le passé. Parce que dans les systèmes qu'on connaît, enfin, qui avaient existé, le préfet avait quand même le pouvoir d'annuler un certain nombre d'actes pris, des contrats signés par les collectivités, notamment par les conseils des conseils municipaux et tout. Mais cela a évolué. Voilà. Dans notre système, c'est un peu plus un contrôle de tutelle et le préfet est obligé d'exercer son pouvoir, le déféré préfectoral. Il saisit le juge et c'est le juge qui doit trancher en réalité. C'est pour dire en réalité que les programmes et projets que les collectivités doivent mettre en œuvre en réalité, ils sont prévus par les tests en fait. Donc ils doivent forcément suivre ces tests-là. Et ne pas forcément aller à l'encontre de la politique nationale. Voilà, on ne peut pas aller à l'encontre de la politique nationale. Peut-être c'est pour renforcer un peu cette politique nationale. Qu'est-ce qui va se passer pour un parti qui conteste la politique nationale? Si vous permettez, je vous lis quelques articles rapidement. C'est important pour les candidats, surtout les candidats de l'opposition. Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi dit que quoi? Que les collectivités territoriales définissent leur politique de développement local et les priorités de financement des projets relevant de leur domaine de compétences. Première disposition. Donc, si vous prenez ça seul, vous allez croire que vous êtes libre de définir les actions comme vous voulez. Mais quand vous lisez l'article 88 qui définit les attributions du conseil municipal, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers, alors on dit le conseil municipal règle par cette délibération les affaires de la commune telles que définies par les articles 82, 83, 84 de la présente loi. Il programme et met en œuvre les actions de développement de la commune en harmonie avec les orientations nationales. Quand nous lisons le dernier alinéa de l'article 145, le dernier alinéa dit quoi? Le maire est responsable de la mise en œuvre au niveau de la commune de la politique de développement économique, social et culturel définie par le gouvernement. Ce qui voudra dire que pour vraiment jouer ce rôle, il faut maîtriser les textes. Sinon, nos frères, nos sœurs qui vont à ces élections vont commettre des erreurs. Oui, donc expliquez-moi, est-ce que les partis d'opposition, par exemple, ils iront dans les municipalités pour appliquer le programme économique, le programme de développement du pouvoir? Est-ce que... Vous ne pourrez pas définir votre plan de développement communal en vous écartant des directives nationales. Voilà. Donc, tous ceux qui vont aux élections locales actuellement doivent savoir qu'ils auront à définir leur plan de développement communal en se basant sur le programme national de développement. Donc, tous les candidats en liste actuellement pour les élections locales vont là-bas. S'ils sont élus, ils vont là-bas pour contribuer à la réalisation du PND, du Programme National de Développement. Ils ne vont pas s'écarter de ces directives nationales. Ce sont les textes qui le disent. Il ne faudra pas que les gens aillent là-bas pour commettre des erreurs. Nous ne voulons pas que les élections locales ou bien la gouvernance locale créent plus de frustration, divise plus les Togolais. Donc, avant d'aller à ces élections, ou bien quand on décide d'aller à ces élections, il faut mesurer, il faut connaître le cas juridique pour que après votre élection, puissiez bien faire le travail. Il faut noter fondamentalement que les élus locaux, je ne parle pas d'indépendance, je parle plutôt d'autonomie. Cela voudra dire que les élus locaux travailleront toujours avec l'État. D'ailleurs, c'est le principe, il y a le principe de tutelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas libre de faire des choses comme vous voulez. D'ailleurs, le cadre juridique qui régit la décentralisation est défini par le pouvoir central. Donc, le travail des élus locaux est un travail délicat. Il faudrait que les gens fassent attention. Je l'ai dit même en ce qui concerne particulièrement le rôle entre le préfet et le maire. Si vous permettez, je le dis rapidement. Parce que les élus locaux, les conseillers municipaux, de manière générale, sont libres. Parce qu'il y a le principe de libre administration. Ils sont libres de définir leur politique de développement en tenant compte des priorités nationales, mais ils ne sont pas influencés par les ministres ou bien les préfets. Ils sont libres de gérer les affaires locales comme ils veulent, selon les thèses. Je dis selon les thèses. Mais il faut noter que selon notre loi, le maire
il est conseiller comme les autres. Il est élu local comme les autres, selon l'article 130. Et quand il travaille avec les autres conseillers dans les domaines que l'État a transférés aux collectivités territoriales, il ne subit pas de pression de la part du préfet. C'est-à-dire que le préfet ne lui impose pas quoi que ce soit. Ils sont libres de décider des actions à mener pour le compte de leur population. Mais leurs actions sont soumises au contrôle de l'égalité. C'est que ça, c'est un pouvoir qui est confié au représentant de l'État dans la commune. Alors, le préfet. Et on peut voir ça au niveau de l'article 162 de la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous voyons la même loi, à l'article 130, la loi dit que le maire, je ne parle pas des autres conseillers, le maire en tant que le premier chef, le responsable de l'exécutif, alors le maire, il est à la fois un élu local et un agent de l'État. C'est pour cette raison que quand vous voyez la loi, les élus locaux mettent en œuvre les actions de développement définies au niveau de l'article 62 de la loi, 82, 83 et 84 de la loi. Maintenant, à côté... Vous avez finalement toute la loi en tête. Oh, oui. Et maintenant, le maire qui est chargé de gérer les affaires de développement de sa communauté, il joue en même temps le rôle d'un agent de l'État. Ce qui voudra dire que quand vous allez dans la loi, à l'article 70, il y a certains domaines qui ne sont pas transférés aux collectivités territoriales. Et parmi ces domaines, il y a la défense et la sûreté. Mais quand vous lisez la loi, à un moment donné, on confie la police municipale au maire, ce qui rentre un peu dans le cadre de la sécurité. Alors que l'article 70 dit qu'en aucun cas ne peut faire l'objet de transfert de compétences. Les domaines, c'est que défense, sécurité, mine, monnaie, justice, télécommunications, affaires extérieures, ou bien affaires étrangères ou bien relations extérieures, et les mines, comme je le dis. Alors, pourquoi la sécurité ne fait pas partie des domaines de compétence des collectivités territoriales, mais la loi confie la police municipale au maire qui rentre dans le cadre de la sécurité, la sûreté et l'ordre public. Quand vous lisez l'article 52, permettez que je lise ça parce que c'est important que les gens comprennent cela. L'article 152 de la loi dit que quoi? Le maire est chargé sous le contrôle du préfet de la police municipale. Ce qui voudra dire que si le maire doit intervenir en matière de sécurité, de sûreté, de salubrité publique, il doit travailler sous l'autorité du préfet. Ce qui voudra dire que quand le maire veut prendre certains actes, c'est-à-dire que dans le cadre en matière de sécurité, il peut quand même demander, le préfet peut quand même faire des observations. Alors, quand on voit ça au niveau de l'article... Le préfet peut annuler certains de ces actes en matière de sécurité. Parce que l'article même 157 dit que si certaines mesures de sécurité ou bien de sûreté ne sont pas prises au niveau de la commune, le préfet doit adresser une mise en demeure au maire de prendre des dispositions. Si après cette mise en demeure, les résultats ne sont pas, le maire refuse d'agir, le préfet a le pouvoir d'intervenir parce que le domaine de la sécurité, de la sûreté sont du domaine réservé à l'État. Donc c'est juste une augmentation du pouvoir du maire. Si le maire avait juste le statut d'élu local, il n'avait pas en charge l'aspect police municipale, alors le préfet n'aurait pas ce pouvoir sur lui. C'est pourquoi quand vous lisez la loi à l'article 163, alors la loi dit qu'en dehors des actes qui font l'objet de contrôle de légalité, le préfet peut exercer son pouvoir hiérarchique sur le maire si celui-ci agit en tant qu'agent de l'État. Cela veut dire que dans le fonctionnement des collectivités territoriales, le maire agit parfois en tant qu'élu, comme les autres conseillers, mais parfois il agit aussi en tant qu'agent de l'État. Et donc, une fois que le maire doit agir en tant qu'agent de l'État, il travaille sous l'autorité du préfet. Je crois que cette différence mérite quand même d'être apportée pour que les gens comprennent effectivement ce qui sera fait. Sur le même sujet, je pense que M. Agbové a dit l'essentiel. Peut-être qu'il faut donner des exemples en termes de... Enfin, il y a un élément important qui doit être au rendez-vous. C'est notamment le juge administratif qui doit gérer tout ce contentieux-là entre le maire et le préfet. Alors, le maire dispose, et la loi le dit, dispose d'un pouvoir réglementaire. Le président de la République dispose d'un pouvoir réglementaire sur toute l'étendue du territoire et le Premier ministre aussi dispose d'un pouvoir réglementaire sur toute l'étendue du territoire. Alors, il peut y arriver en réalité qu'il peut y avoir un concours entre les mesures de, comment dire, les pouvoirs réglementaires. C'est-à-dire, le président prend une mesure pour interdire une situation sur toute l'étendue du territoire et une collectivité se permet d'autoriser ça dans sa voilà. Ouais, quand il y a deux pouvoirs réglementaires qui s'entrechoquent en réalité. Alors, la question a été posée ailleurs et le juge a tranché sur la question en disant que
l'autorité déconcentrée ne peut pas aller à l'encontre du pouvoir réglementaire qui vient d'en haut. Ouais, un peu. Donc il y a un principe de soumission, le mot est peut-être trop fort, mais de tutelle, voilà, de sorte que décentralisation n'est pas souveraineté en réalité. Donc les élus locaux doivent intégrer ce système-là. Et les affrontements, et au niveau des... Enfin, les juristes actuellement, nous attendons beaucoup à ce contentieux-là. Et on verra vraiment si le juge administratif sera au rendez-vous de tous ces contentieux-là. Je voudrais qu'on s'interroge maintenant sur les ressources humaines dont dispose le Togo pour pouvoir opérer, pour pouvoir conduire ce processus de décentralisation. Est-ce que nous avons des citoyens assez formés pour faire ce job, entre guillemets? Alors, je pense que sur le sujet, M. Agové est bien placé parce qu'il en a formé beaucoup. Il en a formé beaucoup. Je pense qu'on peut les mettre à la disposition des collectivités. Mais dans tous les cas, l'État... Mais est-ce que ce travail a besoin d'une formation spécifique? Bien sûr, je pense que ça a besoin d'une formation spécifique. Même au niveau des juges, par exemple, au niveau des juges qui seront affectés à ces contentieux-là, c'est quelque chose de nouveau. Et il faudrait qu'on les forme sur les sujets, notamment que les théoriciens, notamment un certain nombre de personnes, les forment sur les sujets, comment gérer les contentieux, notamment sur la question de la responsabilité, sur la question du contrat. Ailleurs, par exemple, on fait la distinction entre les fautes personnelles et les fautes de service, de sorte que celui qui sera responsable sera vraiment attaqué. Sur la question des contrats, est-ce que les tiers inversés, comment faire le recours contre les actes détachables des contrats des collectivités territoriales? Donc, il y a énormément de choses, ne serait-ce que sur la question des contentieux, et même les élus locaux, enfin, les techniciens qui vont travailler avec eux, notamment en matière de rédaction des contrats, doivent connaître un certain nombre de choses, dispositifs qui sont très, très techniques. En cela, je pense qu'il faut un personnel très, très qualifié sur la question. Donc, j'ose croire que l'État actuellement dispose, voilà, parce que l'État va mettre à la disposition des collectivités de compétences, l'État peut mettre cela à leur disposition et eux-mêmes peuvent solliciter des compétences. Je pense qu'à la matière, il y a des formations qui sont données. Je pense que M. Agové est mieux placé pour parler de la question. Non, ça, ce n'est pas un secret. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de compétences, mais nous avons un déficit de compétences. Nous avons un déficit de compétences parce que le développement local nécessite beaucoup de contraintes. Donc, si les citoyens à tous les niveaux ne sont pas formés, nous ne pourrons pas réussir notre décentralisation. Les citoyens au niveau des structures publiques doivent être renforcés parce que le gouvernement sera appelé à revoir la lettre de mission des différents ministères parce que les ministères ne vont plus fonctionner comme avant, parce que ce sont les ministères dont les domaines touchent la décentralisation doivent revoir leur système de fonctionnement. Il faudrait que les cadres qui sont là-bas soient formés. Il faudrait que les élus locaux soient formés parce que pour mieux comprendre la décentralisation, il faut maîtriser le cadre juridique, le cadre institutionnel et le cadre opérationnel, le cadre fonctionnel. Alors, les élus locaux doivent être bien formés pour ne pas aller à l'encontre, ou bien pour ne pas créer des conflits. Alors, avec les autorités du pouvoir central, il faudrait que les techniciens qui seront appelés à travers au niveau des communes puissent être bien formés pour offrir des services de qualité à la population. Il faut être formé pour mobiliser les ressources, en matière de mobilisation de ressources, la gestion des ressources, la réalisation et le maintien des infrastructures de qualité au niveau de la commune. Également, il faudrait que les citoyens eux-mêmes comprennent les enjeux de la décentralisation pour pouvoir participer, parce qu'ils n'ont pas la culture fiscale. Alors qu'aujourd'hui, il ne sera plus question de mobiliser les ressources endogènes pour réaliser les projets de développement. Est-ce que les citoyens sont prêts aujourd'hui à payer certaines taxes? Est-ce que les citoyens sont prêts à payer certains impôts locaux pour permettre à la collectivité de disposer des ressources suffisantes? Est-ce que les citoyens sont en mesure d'assurer les élus locaux et les autres techniciens de la municipalité sont en mesure d'assurer la bonne gouvernance? Est-ce que les élus locaux peuvent assurer la sécurité des ressources mobilisées? Aujourd'hui, dans certaines communes, dans d'autres pays, les collecteurs de tickets sont plus riches, s'enrichissent sur le dos de la commune. Est-ce que les élus locaux mettront en place un mécanisme de sécurisation des fonds mobilisés? Est-ce que les fonds mobilisés seront bien utilisés pour répondre aux besoins de la population? Je crois que nous avons besoin de faire beaucoup de formations. Pas de formation initiale seulement, mais il faut assurer des formations continues durant tout leur mandat. Et donc, comme je le dis, la formation ne concerne pas seulement les élus locaux, mais l'ensemble des acteurs qui interviennent et qui animent la vie de nos communautés. Peut-être on va terminer l'émission avec cette question. Quels sont les risques d'une décentralisation ratée? Si ce processus est raté, est-ce que ça ne va pas amener à un désordre généralisé?
À un désordre généralisé, j'en sais rien. Mais je pense que les risques sont à la hauteur des enjeux. Je pense que le thème même de l'émission, c'est les enjeux et les défis. Et il y a beaucoup d'enjeux. Enjeux en termes de développement, enjeux en termes politiques, participation citoyenne, enjeux en termes socioculturels. On a dit même pour la première fois, et tous les acteurs politiques vont apprendre à travailler ensemble. On aurait dû même commencer la démocratie par la décentralisation. Je pense que c'est un processus tellement important que toute la population doit quand même se mobiliser. C'est à notre intérêt, tous, de travailler à ce que ce processus puisse réussir. Je n'ose même pas penser à l'échec du processus parce que nous allons nous mobiliser pour que cela réussisse. Et au fur et à mesure, on pourra toujours améliorer lorsque ça va évoluer. Et au niveau du centre de documentation de formation sur les droits de l'homme, c'est un peu la résolution que nous avons prise par rapport à ces élections. Et tout ce qui se passe actuellement, nous collectons véritablement des informations. Nos moniteurs et nos points focaux nous envoient des informations par le biais d'une application que nous avons conçue spécialement pour ces élections-là. Donc, les informations tombent à chaque fois. Et à la fin, nous ferons une recommandation générale qui sera transmise à l'autorité. Et nous avons même une instance que nous appelons le panel Wattier, composé des personnalités de la société civile reconnues pour leur intégrité, pour leur expertise, et qui vont porter ces recommandations afin que cela puisse améliorer un peu les processus qui vont venir. Alors pour répondre à ta question, je pense qu'on va juste prier à ce que ce processus puisse véritablement réussir. Pascal Agbové. Non, moi je le disais depuis que si nous sommes engagés dans ce processus, c'est que nous voulons que le Togo fasse école en matière de décentralisation. Et moi, je le dis bien, s'il y a la volonté politique au Togo, par rapport à l'expertise que nous avons aujourd'hui, les pays de la sous-région qui nous ont devancés peuvent venir même apprendre le modèle chez nous. Parce que quoi? Le Togolais, il est intelligent, le Togolais, il est travailleur. Aujourd'hui, quand vous voyez l'engouement qu'il y a au niveau que ces élections ont suscité, alors vous devez vous rendre compte que les Togolais sont prêts à participer au développement de leur pays. Maintenant, le grand problème, c'est la volonté politique. Il faudrait qu'il y ait cette volonté politique. C'est vrai que nous l'observons, mais il faudrait que dans le fonctionnement, cela soit vraiment une réalité. Maintenant, il faudrait que nous ayons cette humilité d'associer l'ensemble des acteurs au processus. Aujourd'hui, les structures étatiques ne veulent pas collaborer avec les autres acteurs. Et c'est ça même qui fait la faiblesse même des actions du gouvernement parfois. C'est vrai qu'on a l'impression de nous associer, mais dans les faits, il y a toujours cette résistance-là vraiment de nous voir à tous les niveaux du processus. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité. Le Togo ne va pas échouer. Je prophétise et je déclare que le Togo ne va pas échouer parce que nous allons réussir. Vous savez, nous sommes les derniers pratiquement au niveau de la sous-région. Donc nous devons tirer des erreurs des autres pays pour ne plus tomber pour ne pas rater notre décentralisation. Le Togo va mieux réussir sa décentralisation. Des gens quitteront d'autres pays pour venir apprendre chez nous. C'est pourquoi je voudrais profiter pour dire à nos autorités que ce n'est pas la peine de dire qu'on va faire venir des experts qui sont d'autres pays. Aujourd'hui, les Togolais sont suffisamment outillés pour savoir ce qu'il faut faire, c'est qu'en matière de développement local. Et donc, si les autorités nous associent à la réflexion, nous avons des idées, nous avons des propositions à faire, nous avons des compétences à mettre à leur disposition pour que nos collectivités puissent se développer. Voilà ce que je voudrais dire. Et quand est-ce que les élus locaux vont prendre fonction au lendemain de la proclamation des résultats? Est-ce que les délégations spéciales vont passer la main aux élus locaux ou il y aura un temps d'observation? Non, je crois que le gouvernement prendra très prochainement un décret pour dissoudre les délégations spéciales. Et donc, après les élections locales, ce qui va se passer, c'est qu'il faut un temps pour que les élus locaux, les conseils municipaux puissent élire les maires. Il faudrait que le ministre fasse le tour de région pour présenter le programme du gouvernement, le programme de développement du gouvernement aux élus locaux. Et maintenant, nous avons aujourd'hui ce problème d'infrastructure. Au niveau, on n'a pas encore des mairies parce qu'il y a de nouvelles communes qui sont créées. Il faut installer des administrations pour permettre aux élus locaux de travailler. Je crois qu'il faut ces préalables. Mais fondamentalement, sur la forme, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement prendra très prochainement un décret pour dissoudre les délégations spéciales. Et donc, les élus locaux prendront maintenant la relève. Une dernière question peut-être. Est-ce que les élus locaux, ceux qui sont en campagne aujourd'hui, est-ce que les citoyens connaissent les limites de leur circonscription? Parce que j'ai reçu certains sur le plateau la dernière fois, ils me disaient qu'ils n'avaient pas une grande connaissance de leur corps électoral.
ça veut dire que le découpage n'a pas été assez vulgarisé. Est-ce qu'il y a problème en cette matière-là, vous, au niveau de votre centre? Est-ce que vous avez ces genres d'informations? Non, pour le moment, on n'a pas reconnu ce genre d'informations, mais c'est un problème réel, un problème qui est réel. Même moi qui vous parle. Quand on parle d'Agoué 1, Agoué 2, Agoué 2, les limites, voilà. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été vulgarisé, que même les citoyens, même moi qui vous parle, je ne maîtrise pas forcément. Donc je pense que ça a intérêt à être, à un moment donné, à être vulgarisé. Peut-être que lorsque les élections seront passées et que les élus seront installés, et qu'on va commencer par avoir la collaboration entre les différentes communes. Là, on pourra voir telle commune. Il faut savoir où on vote d'abord. Voilà. Vous, est-ce que vous savez où vous votez exactement? Oui, justement. Dans quelle circonscription? Sûrement que c'est dans la circonscription de Sûrement, Golfe. Non, mais si vous ne le savez pas, comment allez-vous suivre la campagne électorale pour savoir justement, pour qui vous allez voter? Il y a la commune de Lomé qui est là. Je pense que c'est dans cette commune que moi je vais voter. La commune de Lomé, c'est subdivisé en plusieurs. Mais il y a 7 communes maintenant dans le Golfe et 6 communes dans la préfecture d'Agoué. Et donc, au niveau du Grand Lomé, nous avons au total 13 communes maintenant. Oui, mais est-ce que les électeurs ne sont pas perdus un peu? Voilà. Surtout en ce qui concerne la capitale Lomé. Oui, je peux dire que le découpage tel que c'est fait, il n'y a pas eu assez. D'abord, il y a eu quelques difficultés, mais il n'y a pas eu assez de communication. Nos rues même ne sont pas trop délimitées. Tout ça, les gens ne comprennent pas. Donc, les conflits territoriaux existent bel et bien. C'est pour des raisons que quand nous posons la question par rapport à ça, même les chargés au niveau du ministère n'arrivent pas à se prononcer suffisamment. Parce qu'il faut régler ces problèmes. Normalement, ce n'est pas après les élections locales qu'on devait régler ces problèmes. On devait régler d'abord ces problèmes avant d'organiser les élections locales. Mais nous sommes devant, il nous reste combien? Il nous reste 7 jours pour le scrutin. Alors, nous ne pouvons que soutenir le processus. Mais ce sont les questions sur lesquelles nous devons travailler pour éviter les conflits en matière de gouvernance locale. Parce qu'il y aura conflit de compétences entre les communes. C'est pour ces raisons que le gouvernement ou bien le Parlement étant sage, ils ont prévu l'intercommunalité. Ils ont exigé que toutes les communes qui sont dans une préfecture forment l'intercommunalité, c'est-à-dire que travaillent ensemble. Mais au niveau du sud, c'est-à-dire au niveau du Golfe et d'Agoué, la préfecture d'Agoué et la préfecture la préfecture du Golfe vont former l'intercommunalité. C'est la particularité. L'intercommunalité est prévue dans la loi à l'article 31, mais quand vous référez à l'article 33 de la loi, donc la préfecture d'Agoué et la préfecture du Golfe forment l'intercommunalité. Bon, là aussi, nous interrogeons, nous interrogeons sur l'aspect contrôle de légalité. Parce qu'il y aura maintenant 2 préfets. Donc, ces questions seront quand même tranchées par les tests. Je crois que ce serait une bonne chose. Oui, non, on arrive. Juste pour dire en fait qu'il y a un réel défi en matière d'information, en matière de logistique qui entoure tout ça. Et la CENI aura tout intérêt à informer les populations. Merci à nos experts pour avoir conduit ce débat avec beaucoup d'informations. Merci Pascal Agbové. Moi qui vous remercie. Il me semble que vous dormez avec sur la décentralisation. Oui, parce que c'est ça nous préoccupe. Vous savez, nous-mêmes, on n'est pas candidats, mais nous pensons qu'en tant qu'homme d'État, il ne faut pas... il faut faire pour que les choses soient bénéfiques pour tout le monde. Ouais. Nous travaillons dans l'intérêt de tout le monde. On marque une pause pour une édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum.